Merci monsieur, et d'abord merci beaucoup à l'association Vivre Ensemble au Plateau qui nous donne l'occasion de cette rencontre très intéressante, en tout cas pour moi, et qui donne aussi l'occasion, ce que je trouve très enrichissant, de cet échange pluridisciplinaire entre l'inventaire, les musées, le patrimoine et les archives. Donc je vous en remercie beaucoup, et je vous remercie notamment en effet d'avoir laissé un temps pour une présentation des archives, patrimoine souvent moins connu, puisqu'effectivement il ne se voit pas à l'extérieur, mais qui bien sûr est intéressant également parce que Pierre l'a bien montré, c'est ce qui permet aussi de contextualiser ce patrimoine bâti, les restes de ce patrimoine bâti, et de le comprendre, et de comprendre aussi les hommes qui y ont travaillé. C'est aussi souvent les archives, comme toute forme de patrimoine, parfois une sélection voulue dès le départ, parfois aussi un peu ce qui reste. Et c'est ce que Pierre a aussi montré. Il y a parfois un choix voulu, pensé, parfois un peu imposé. Et voilà, il faut travailler avec ça. Je ne vais pas m'étendre, juste quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas par ailleurs l'institution et les services des archives publiques. Donc les archives publiques en France sont organisées au niveau des conseils généraux. Nous sommes un service décentralisé au niveau du conseil général du Calvados. Il y a un service de ce type par département. Et notre travail concerne d'abord légalement la conservation des archives publiques, et donc souvent des archives administratives, les archives produites par les services de l'État, des collectivités, des communes, des notaires, par exemple, des hôpitaux, et puis également des archives privées. Et à chaque fois, il faut entendre archives au sens large, c'est-à-dire les sources papier, produites ou reçues par un organisme, ici l'ASMN. Et cela peut aussi bien concerner des dossiers que des plans, des photographies, des documents audiovisuels, et même, si c'est moins le cas ici, ça peut arriver aussi des archives électroniques. Mais aussi les témoignages oraux, et donc l'ensemble de ces archives, publiques ou privées, dont effectivement nous avons compétence à conserver dans le cadre départemental. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de nos missions, donc à la fois réglementaires et parfois proactives, comme on dit, l'archivage du fonds de la SMN a été en effet, pour les archives du Calvados, un dossier tout à fait unique par son ampleur. Ici, il faut d'ores et déjà préciser que je n'étais pas encore dans le Calvados au moment où ce travail a été fait, et que ce travail a été mené par mon prédécesseur, M. Le Roch-Morgère, et son épouse, qui s'intéressaient énormément à ces questions, et qui d'ailleurs aujourd'hui sont les responsables du Centre des archives du monde du travail à Roubaix, qui a été évoqué, et qui est un centre national consacré à ces questions et consacré à l'archivage des grandes de l'histoire de ces grandes industries françaises notamment. Un tout petit point également pour préciser qu'un agent, une attachée de conservation des archives départementales est particulièrement concernée, particulièrement attachée à ces questions. Hélène Bonamy, qui regrette de ne pas pouvoir être présente aujourd'hui, puisqu'elle avait de longue date notre obligation sur cette journée, mais qui est en charge au quotidien de ces archives et qui reçoit souvent ceux d'entre vous notamment qui s'intéressent au fonds que nous conservons sur la SMN. Donc je le disais, dès en fait les années 80-90, les archives départementales du Calvados ont pris la mesure de l'enjeu mémoriel attaché à la préservation des archives de la SMN. Vraiment, il y a eu une compréhension immédiate de mon prédécesseur sur l'intérêt de ces archives. Bon, vous me direz que ce n'était pas très difficile. La fermeture du site était bien entendu à la fois l'épilogue d'une longue histoire, une histoire évidemment essentielle pour le Calvados et pour la plaine de Caen,
d'un drame aussi, économique et humain. Bien sûr, Pierre l'a dit globalement, et c'est vrai pour la SMN, je n'y attendrai pas, préserver la mémoire d'une usine, d'un site industriel, assurer la conservation de ses traces est inévitablement pour nous une préoccupation essentielle. Elle doit être une préoccupation essentielle. Elle n'est en aucun cas antinomique avec la volonté de retrouver un nouveau dynamisme économique ou une destinée entrepreneuriale à un site. Il faut sortir définitivement de cette opposition entre la préservation d'un passé qui serait mortifère et le développement économique pour demain. Il faut comprendre que l'évocation et la connaissance de cette histoire industrielle ne conduit en aucun cas à rester figée dans ce passé mythifié, mais aide à fermer les plaies, à faire d'une histoire douloureuse une histoire qui fait sens et qui aide à trouver les ressorts d'un renouveau. Il s'agit donc de maintenir cette mémoire ouvrière et industrielle, de la documenter, de la rendre parlante, et c'est là où nous, professionnels du patrimoine, nous pouvons aider, de la rendre parlante, y compris au-delà du cercle des témoins. Il s'agit d'aider ces témoins, beaucoup sont présents aujourd'hui, anciens ouvriers ou ingénieurs, et leurs familles, à transmettre cette histoire, non seulement à leurs enfants et petits-enfants, mais aussi à tous les Calvadosiens, et de rendre cette histoire intelligible à tous. C'est une évidence, je pense que beaucoup le diront bien mieux que moi, puisque en effet, je suis une Orzaine dans cette affaire, étant plus personnellement originaire du Nord-Cotentin, mais la SMN fut le cœur économique de Caen et de tout son bassin de population durant le XXe siècle. Le démantèlement rapide du site n'a laissé que peu de traces matérielles, peu d'inscriptions d'une telle histoire dans le paysage, Pierre l'a dit. La SMN est un fantôme, omniprésent dans les esprits et presque invisible matériellement, à quelques traces parfois impressionnantes présentes et vivres. Ce paradoxe est à l'origine du travail mené aujourd'hui pour trouver des lieux de mémoire qui inscriraient les souvenirs, les archives privées, personnelles, les témoignages, les témoins sur le site. En effet, il est naturel, lorsque l'on parle de patrimoine, et on l'a fait jusqu'ici, de s'attacher à des lieux et à des bâtiments. Mais la SMN Enferrement a laissé également une masse très importante d'un patrimoine plus méconnu, ses archives. J'y reviens. Autrefois, simple matériel de travail courant pour l'usine. Évidemment, personne au quotidien, lorsqu'il crée des archives, lorsqu'il fait des archives, ne pense « je suis en train de créer du patrimoine ». C'est vraiment le travail courant de l'ouvrier, du métallo, de la secrétaire, du comptable, qui rédige ces dossiers. Et c'est notre regard, notre travail, avec le temps, qui fait que ces archives deviennent patrimoine. Et ce patrimoine, je le disais, de la SMN, dès le départ, mes prédécesseurs en ont compris l'importance, parce que cela s'inscrivait dans un contexte, malheureusement aussi national, où les archivistes étaient appelés à collecter activement les archives de ces grands sites industriels qui, malheureusement, en effet, lors de la crise industrielle des années 80-90, étaient en train de fermer. Et c'est à ce moment-là aussi que l'on a créé le Centre des archives du monde du travail à Roubaix. Assez tristement, cet intérêt était concomitant, à Caen comme ailleurs, de l'effondrement de ce type d'activité industrielle dans le secteur secondaire. Partout, dans le nord et l'est de la France aussi, de grandes histoires industrielles, des filatures, des mines, de la sidérurgie, se terminaient. D'ailleurs, le Centre des archives du monde du travail à Roubaix, c'est un grand château-usine du XIXe siècle, donc réutilisé pour mettre les archives de ces usines. Donc, à l'échelon régional, les archives du Calvados étaient préparées à ce défi. Mais cela n'en constituait pas moins un défi considérable. Le groupe Usinor-Sassilor s'était également préoccupé de ces archives à la fin des années 80. Alors, il faut voir que les archives, c'est des centaines, on parle en mètres ou en kilomètres, bon, c'est des centaines de dossiers, vous les avez connus pour ceux qui travaillaient à l'époque, dans des bureaux, dans des greniers, dans des caves, dans des parties d'usine, dans des annexes. Bon, alors c'est un volume très complexe.
J'ai fait le même type de travail dans un poste précédent dans les Bouches-du-Rhône avec les mines de Gardanne. Ouais, quand on fait appel, on dit il faut archiver les archives des mines de Gardanne. Bon, c'est un peu la masse qui vous tombe sur les épaules. Donc c'était un défi un peu écrasant. Et le groupe Usinor-Sassilor s'en est également préoccupé parce que c'est du patrimoine, mais ce sont aussi des archives qui peuvent avoir encore un intérêt administratif, économique, dans la gestion à la fois des intérêts de l'usine ou du groupe, mais aussi dans la protection des droits des anciens salariés. Donc ce sont des archives très récentes qui ont à la fois potentiellement un intérêt patrimonial, mais aussi encore un usage strictement administratif, juridique, économique. Et ce sont parfois les mêmes qui ont les deux intérêts, parfois non. Donc le groupe, dès la fin des années 80, s'en préoccupe. Et dans un premier temps, en 1988, il recrute une archiviste paléographe, donc une jeune femme sortant de l'école des Chartes. Donc vous voyez, hein, tout de suite, l'archiviste, dans ces années-là, ne travaille plus que sur le Moyen-Âge, il travaille aussi sur ces questions-là. Donc une jeune archiviste paléographe qui aujourd'hui est la directrice des archives de Meurthe-et-Moselle, et que j'ai interrogée d'ailleurs sur cette histoire, pour commencer à travailler sur les archives du groupe et sensibiliser les différents sites à l'intérêt de leurs archives anciennes et les encourager à d'éventuels dépôts aux archives départementales. Donc elle a écrit sur ce sujet au directeur de l'époque, M. Lerck, en 1988. Elle lui dit, je vous le cite, parce qu'on a gardé assez peu de dossiers sur l'histoire de l'archivage de la SMN. Mais bon, je trouvais ce courrier. Une visite à la Société métallurgique de Normandie m'a déjà permis d'apprendre qu'aucune des archives de cette société n'avait été déposée dans votre service. En revanche, M. Mérillier est prêt à faire recenser les archives anciennes, éparpillées sur tous les sites de Mondeville, en vue d'un éventuel dépôt aux archives du Calvados, si vous y étiez intéressé. Parmi ces archives anciennes se trouvent par exemple les dossiers de gros investissements de reconstruction de l'usine dans l'après-guerre, conservés au sous-sol du bâtiment administratif, tous les cahiers de fabrication des aciéries Martin, les cahiers des contremaîtres de train, depuis la remise en fonctionnement de l'usine en 1951, entre parenthèses, dans le grenier du bâtiment qui abrite le service des fabrications. Donc, vous voyez, un petit peu, c'est dans des greniers, enfin, toutes les caractéristiques des archives. Hein, c'est dans des greniers, il y en a beaucoup, on essaye de voir ce qui peut être intéressant. Le directeur des archives du Calvados répond par retour de courrier pour confirmer tout son intérêt, non seulement pour ses archives, mais aussi pour celles de la mine de Soumont. Et suite à ces échanges, un premier dépôt très modeste a été fait en 1988 de 10 mètres. Alors, on travaille toujours en mètres, en kilomètres. Bon, le mètre, ça prend pour à peu près l'étagère. Nous conservons aux archives du Calvados à peu près 60 km linéaires d'archives. Vous voyez tous, je pense, où est ce bâtiment qui est de l'autre côté du périphérique par rapport au CHU. Donc 10 mètres, c'est assez peu. Nous entrons chaque année à peu près 500 mètres d'archives, pour faire une idée. Et aujourd'hui, les archives de la SMN représentent environ 300 mètres. Là, en revanche, c'est un gros tout à fait conséquent. Donc là, au départ, c'était un tout petit dépôt. Voilà. En 1991, de nouveaux échanges se font entre le groupe et une nouvelle directrice, Mme Gauthier-Desvaux, qui deviendra par la suite la DRAC, que beaucoup ici ont bien connue. Mais les négociations échoppent sur la crainte des archives départementales, bien compréhensible, de ne pas avoir les moyens nécessaires à la tâche. Je vous disais, on était là dans un archivage qui commençait à sortir de ce que l'on pouvait faire facilement dans le cadre de nos missions habituelles. Ça représentait l'équivalent d'une année complète de travail sur un seul site, a priori avec les moyens que nous avions. Et c'est pas le sujet aujourd'hui, mais le problème se posera avec encore plus d'acuité lorsqu'il s'agira d'archiver Moulinex. Après 1993, les choses s'accélèrent et prennent une tournure originale du fait de l'ampleur de la tâche, puisque contrairement aux usages habituels, les archives départementales décident d'aller traiter directement les archives sur place, sur un temps long. En fait, en général, on y va, on essaye de convaincre les gens de travailler un petit peu, de préparer des dossiers, etc. Là, c'était pas possible, puisqu'effectivement, le site fermait dans les conditions que vous avez tous connues. Et donc,
les archivistes ont travaillé sur place avec des moyens supplémentaires qui leur étaient accordés par le Conseil général. Et la création d'un poste spécifique dédié à ce travail pour Madame Leroc, et qui a été pérennisé par la suite, puisque aujourd'hui, après son départ, le poste a été maintenu pour la jeune collègue dont je vous parlais, Hélène Bonamy. Donc un travail tout à fait particulier, avec des moyens supplémentaires donnés, et là aussi, chose assez particulière, un travail sur le temps long, avec des professionnels sur place, et notamment d'anciens, enfin des employés de la SML, qui travaillaient sur place à ce tri, et qui, pour l'un d'entre eux, a été par la suite intégré à l'équipe des archives du Calvados pour continuer ce travail une fois les archives rentrées. Puisque voilà, c'était une masse très importante. Le premier travail sur place avait pour but d'essayer de distinguer ce qui devait être conservé et ce qui ne l'était pas, car au cœur de notre métier, il y a la question du tri, on ne peut pas tout conserver, et ensuite le classer. Puisque là aussi, même un très beau fond, s'il n'est pas classé, est mort, ne sert à rien. J'ai retrouvé également, outre les échanges que j'ai pu avoir sur ce dossier avec M. Leroc-Morgère, les rapports de l'époque qui détaillent le travail réalisé. Donc 300 mètres linéaires en tout, relatifs au dossier de l'usine, auxquels vont s'ajouter par la suite des compléments d'archives, de documentation, de plans. Encore à peu près 100 mètres linéaires. Chose très importante à préciser, c'est le groupe industriel qui a fait la présélection et qui décide de ce qui est attribué aux uns et aux autres. Ce qui était parfaitement normal, légitime, en tout cas qu'on ne pouvait pas empêcher, puisque c'était bien des archives privées et que le groupe avait tout à fait le choix de la manière dont il voulait conserver ou pas les archives. Donc, il garde beaucoup d'archives pour lui, j'y reviendrai. Il en laisse une certaine quantité aux archives départementales, en leur laissant la responsabilité du tri et du classement. Il en laisse aussi sur place, notamment à la mairie de Mondeville, des maquettes et des documents destinés à la création d'un musée. Tout cela sans qu'on puisse dire qu'il y ait eu possibilité à l'époque d'un vrai travail partenarial de réflexion sur ces différents tris. En tout cas, c'est l'impression que laissent les archives de ces dossiers. Puisque donc à la même époque, un travail est également organisé par le groupe Arcelor et leur espace archives pour la mine de Soumou, fermée en 91. Les archives, là, d'une manière qui me semble satisfaisante, sont traitées, et tout à fait le genre de choses qu'on aimerait qu'ils se fassent souvent. Les archives, et au bout du compte d'ailleurs, les archives sont très intéressantes. Les archives ont été traitées par le groupe, puisqu'effectivement c'est souvent le producteur qui est le mieux à même de comprendre ces documents et de faire le premier tri, et ensuite proposées en dépôt aux archives départementales en 2003. Donc le groupe, en effet, à partir de 1991, alors je vais vous montrer voilà, quelques photos. Ici, les archives du secrétariat général. Donc on a un certain nombre de séries, des conseils d'administration. J'y reviendrai, montrer un petit peu ce qu'on a. Ici, pour la période de la reprise, enfin de la guerre, 1916-1917. Alors je suis désolée, je ne crois pas qu'on puisse toujours parfaitement lire. Donc, l'espace archive, le groupe a confié à partir de 1991 une mission d'archivage à Madame Legrand-Voirgard, qui a donné naissance à un espace dédié aux archives du groupe, d'abord situé à Sérémange et qui est aujourd'hui à Florange. Et l'espace archive donc a pour but de rassembler là les archives très importantes du groupe dans l'Est de la France, que les archives départementales de Moselle et de Meurthe-et-Moselle ne pouvaient pas conserver. Et il est vrai, et il faut bien, bon, nous évidemment localement on le regrette, mais c'est souvent le cas, qu'il a souvent ici les archives qu'il considérait comme le plus intéressantes. Et il a souvent assuré une présélection de ce type.
avant de faire d'autres propositions aux archives du Calvados et de laisser quelques pièces intéressantes aussi à Mondeville. Il faut préciser que l'ensemble des archives reste la propriété du groupe encore aujourd'hui, ArcelorMittal, qui en contrôle la communication. C'est-à-dire qu'y compris les archives que nous conservons appartiennent toujours à ArcelorMittal, sous forme d'un dépôt d'archives privées, comme c'est le cas pour beaucoup des archives privées déployées. Je dois malgré tout dire que cela se fait avec une certaine transparence et beaucoup de bonne volonté, enfin pas de problème particulier, puisque en fait nous devons demander l'autorisation au ArcelorMittal à chaque fois que nous communiquons ces documents, mais que c'est toujours accordé, nous n'avons jamais de refus, enfin pas à ma connaissance. Et par ailleurs, suite au travail de Floriane, nous avons fait, à vrai dire, nous aurions peut-être dû faire auparavant, demander la communication de l'ensemble des inventaires que conservait l'espace archive sur la SMN, qui nous a été donné très simplement, etc. Donc il y a une certaine transparence, y compris sur ce qui est conservé par l'espace archive à Florence. Je veux dire, une transparence certaine, il n'y a pas là-dessus, vraiment, je pense, matière à polémique. On peut simplement regretter, je le disais, cette dispersion géographique qui rend plus difficile l'exploitation de ce qui est à Florence, malgré sa richesse. Par ailleurs, dans le contexte difficile et mouvementé de la fermeture, et compte tenu de l'attachement particulier des anciens de la SMN à leur usine, cette dispersion a été accrue par la quantité très importante d'archives, d'origine privée ou non, conservées par les anciens employés de l'ULAMIN. Pardon, du site. Souvent, et surtout sur le site du plateau. La très grande richesse de ce matériel en main privée, souvent associée au travail de la commission Métallo qui est à l'origine de ce colloque, a été démontrée notamment lors de la très belle exposition organisée par le musée de Normandie en 2013 et qui s'appuyait beaucoup sur ce matériel, presque uniquement. L'exposition montrait la richesse des témoignages collectés également, tous extrêmement intéressants et forts. Et donc la richesse de ce patrimoine en main privée, collecté parfois au fil du temps par les employés de l'SMN, et puis beaucoup au moment de la fermeture. J'ai eu l'occasion de rencontrer certains d'entre vous, celui qui a pu garder certaines clés, celui qui a pu garder des photos. Il y avait le sentiment, je pense, que ces archives allaient être perdues, n'allaient pas intéresser, ou était un petit peu la propriété de celui qui avait travaillé longtemps à telle ou telle activité. Bon, c'est un petit peu normal. En tout cas, c'est un matériau extrêmement riche, et évidemment, c'est ce qui rend très important le travail de recensement qui a été initié cette année par Floriane Potier, et qui, seul, compte tenu des liens de l'association avec les anciens de l'usine, permettra de repérer et de préserver dans le temps ces documents en main privée, et dans l'idéal, d'en permettre la conservation et la valorisation dans un lieu dédié, comme ce à quoi vous travaillez et réfléchissez avec les élus de ces communes. Car en effet, il reste beaucoup à faire. 20 ans après la dernière coulée, force est de constater que nous n'avons pas encore une vision d'ensemble des archives conservées sur cette histoire. Et donc ce travail initié par Mademoiselle Potier, dont elle m'a dit qu'il allait être prolongé, et vraiment je m'en réjouis, est important. En ce qui nous concerne, Archives départementales, nous avons enfin terminé, donc vous voyez le travail, 20 ans, avec une personne dédiée qui vraiment a travaillé pratiquement à temps complet sur ce travail, dans certains cas, à certains moments. Nous avons enfin réalisé l'inventaire complet des archives que nous conservons, sous sa cote définitive, 57J, et qui est donc maintenant, sous cette forme définitive, communicable aux archives du Calvados. Ce travail de classement met en évidence certains points forts de ce fonds, très complet et important, et aussi ses lacunes pour les raisons que j'évoquais. Donc, les archives du secrétariat général, la très belle série
des fichiers personnels, dont certains étaient exposés au musée de Normandie il y a 2 ans, conservés depuis 1920, et qui représentent aujourd'hui 90% des demandes de communication que nous avons sur ce fonds. Ce sont des fiches, souvent, bien sûr, assez simples, hein, on dit peu de choses, le nom de la personne, sa famille, les accidents du travail qu'il a pu avoir, sa formation, son évolution dans la mine, son origine géographique. C'est très intéressant, évidemment, pour la SMN. Des travaux ont été faits sur ce point, déjà. Bien sûr, hein, et les fichiers, j'en ai choisi un au hasard, mais il y en a beaucoup d'autres de ce type, montrent évidemment l'importance des origines géographiques très diverses des ouvriers ou des employés de la SMN. On a également, dans la même veine, des dossiers concernant cette relation avec les colonies, mais aussi les dossiers de construction des bâtiments industriels, des bâtiments résidentiels, des plans, donc ici des plans des aménagements, du port. Alors je ne pense pas que ce soit toujours très lisible, je suis désolée, mais ce sont des très grands plans, et donc c'est vrai, oui, je vais bientôt finir. Et donc c'est vrai que, voilà, on les a numérisés, mais bon, là c'est l'aménagement du port d'Hérouville. Bon, c'est pas toujours malheureusement très lisible de cette manière-là, et puis ça rend pas justice surtout à la beauté du plan original. Nous avons également des photographies du site, et puis voilà, j'en arrête là pour cette petite sélection. Il faut compléter ce fonds par celui de la mine de Soumont, plus petit, 65 mètres linéaires, mais du coup très intéressant, facile à comprendre, coté en 42J et très homogène, avec un ensemble très complet de plans, de dossiers sur la construction de la concession, son extension, des dossiers spécifiques sur le recrutement de la main-d'œuvre étrangère italienne à partir des années 1910, puis polonaise à partir des années 20, et la correspondance avec la SMN et avec les autres mines de fer. Cette matière très intéressante avait d'ailleurs fait l'objet d'une exposition par les archives du Calvados en 2003 à Saint-Germain-le-Vasseur. On peut compléter ces fonds essentiels des dons faits par les syndicats, des dons ou dépôts faits par les syndicats de l'usine. Il s'agit d'ailleurs des premières archives syndicales rentrées aux archives départementales en dépôt dans les années 95-96. La section CFDT et CGT. Également, le travail de documentation d'Alain Le Ménorel, dont le livre peut-être est présenté encore ici, et qui avait déposé son travail de documentation aux archives. Et qui regroupe notamment un certain nombre de copies des archives détenues par Marcel Gombert, que sans doute vous connaissez, puisqu'il était l'ancien directeur général. Et donc, je l'ai dit, l'espace archives d'ArcelorMittal, qui lui conserve une partie également très importante des archives de la SMN, côté versement EA 119, et dans une moindre part, une partie sans doute un peu moins importante d'archives de la mine de Soumont, versement numéro 40. Il conserve notamment l'ensemble des procès-verbaux des assemblées générales sur toute la période, avec quelques lacunes très limitées, les rapports périodiques des différents services à partir des années 60, les rapports de tous les services envoyés à la direction, beaucoup de plans, tous les ensembles du site, des espaces techniques, etc. Et un ensemble important également de photographies à partir des années 60. Ce qui fait que le fonds, en revanche photographique des archives du Calvados, est à l'inverse très faible, pratiquement nul, puisqu'en effet, les photos ont vraiment été dispersées entre d'un côté les archives d'ArcelorMittal et de l'autre côté les anciens de la SMN. Donc effectivement, il y a une partie quand même très importante de ce fonds que vous conservez, pour certains d'entre vous, ou dont vous connaissez les détenteurs. Et je ne peux que vous encourager à réfléchir à la manière de pérenniser cette richesse, soit et de la mettre en commun, soit effectivement dans le cadre de ce beau projet, enfin soit sans doute, et je le souhaite, dans le cadre de ce beau projet initié aujourd'hui
la réflexion sur un lieu de mémoire sur place. Voilà, les archives du Calvados, c'est dans le lieu où ces archives pourront un jour, par partie, par bribes, être déposées si d'autres solutions plus prises en main par l'association et la société civile sur place ne se dégageaient pas, puisque nous sommes aussi là où on met les archives, voilà, pour les protéger, les conserver, les garder en attendant des exploitations ou des valorisations. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Desmondes. Je dois ici souligner le partenariat fort qui existe entre les archives du Calvados et la commission Métallo, qui nous aide, nous accompagne dans ce travail qui a été initié notamment par Floriane.